mes lives qui ont le plus cartonné, c'est ceux qui sont les plus foireux. Dans ma belle famille, quelqu'un qui m'a dit c'est ce qui m'a fait le plus de peine et j'en ai fait un post qui a été repris dans Le Monde. Faites en sorte que quand vous écrivez quelque chose sur LinkedIn, il y ait un doggy bag. Quel est le bon horaire sur LinkedIn pour poster? Le classic shit. Il a osé. Combien te paye une marque pour faire un post sponsorisé sur LinkedIn? Ça dépend, mais en général, Le post? oui. Septième personnalité la plus influente de LinkedIn de France. Tiens, je t'ai un petit café, merci. Série d'entrepreneuse, tu es associée dans 4 boîtes, tu as plus de 137 000 abonnés sur LinkedIn. Mais avant de parler de tous ces chiffres, toutes ces métriques, j'ai envie de savoir, moi, qui est cette Caroline. Je pense que déjà, à l'époque, j'avais un caractère très affirmé. Je savais ce que je voulais. Je savais que je voulais faire plein de choses. Et en même temps, tu vois, c'est une petite fille un peu qui plisse les yeux. Je pense que j'ai toujours été un petit peu timide à l'intérieur. Et ça s'est jamais trop vu parce que je me disais, j'ai peur, mais j'y vais. Et ça, t'es encore comme ça aujourd'hui? Ouais, je suis toujours... tu vois, je vais te donner un exemple tout bête. Il y a pas longtemps, on en parlait. J'ai fait mon premier TED. Ok. Et en fait, j'étais face à plein de gens qui étaient assez sûrs d'eux. Et moi, je l'étais pas du tout. Et ils étaient très étonnés, en fait. Ils me disaient, mais tu fais ça tout le temps. C'est vrai que je fais 2 conférences par semaine en ce moment. Donc, tu vois, j'ai un rythme... Et en fait, j'ai tout le temps autant peur. Aujourd'hui, on va parler de LinkedIn, qui est quand même un des leviers principaux, j'imagine, d'acquisition. Une des plateformes sur lesquelles tu as du trafic, tu génères du business. Tu es la 7e personne la plus influente de LinkedIn en France. Je trouve ça impressionnant. On va commencer par un premier truc. Comme ça, en plus, ça vous obligera à rester jusqu'à la fin de l'épisode. On fait un petit selfie, une petite photo. Ouais. Et à la toute fin de l'épisode, on rédige ensemble le post que je devrais faire sur LinkedIn pour annoncer l'épisode. Et comme ça, tu nous expliques étape par étape quelles sont les bonnes pratiques, les bons usages, le scroll stopper, etc. Machin. Ok, magnifique. On a la photo. Donc, on fera le post LinkedIn à la fin avec toutes les bonnes pratiques. Donc, restez. Première question, Caro. C'est quoi le post sur LinkedIn qui t'a fait skyrocket? J'ai pas eu ce moment-là. Ok. J'ai pas eu ce moment-là. J'ai pas eu de post avant-après. J'ai jamais fait un énorme buzz. Dans le sens par rapport à mes performances habituelles. J'ai toujours été plutôt régulière. Moi, je poste 1 fois par jour depuis 3 ans. Donc, c'est vraiment énorme. Et même le week-end, je poste. Alors, évidemment, c'est programmé, donc je suis pas toujours derrière l'ordi. Mais par contre, il y a un post qui a beaucoup marqué les gens. Et du coup, pour moi, il y a quand même eu un avant-après parce que je me suis dit, finalement, LinkedIn, ce n'est pas qu'un espace où on parle de nos métiers et de nos compétences. C'est aussi un espace où on fait exister nos singularités. Et finalement, quand ils pensent, LinkedIn, c'est le monde du travail, c'est le réseau du monde du travail. Et dans le monde du travail, c'est très neuf qu'on commence à parler de choses qui ne sont pas liées à ton métier. Par exemple, les soft skills, par exemple, l'équilibre vie pro-vie perso, par exemple, ton mindset, ta santé mentale. Et en fait, c'est un post où je parle de mes troubles de l'attention et où j'explique que ça gâche beaucoup de mes relations. Je confonds les prénoms, je vexe beaucoup les gens parce qu'on me dit des choses et je les oublie. Parfois même, en tant que manager, mes équipes doivent me dire la même chose plusieurs fois. Et en fait, finalement, c'est comme un handicap invisible. Et j'ai fait un post un jour en me disant, j'ai envie d'en parler parce qu'en fait, je pense qu'à chaque fois que j'en parle, j'ai une conversation intéressante avec quelqu'un et il y a une personne qui me dit, ça m'a été utile. Je vais le partager sur LinkedIn. Et du coup, je l'ai partagé sans être experte. Et je pense que ça, c'est une deuxième bonne guideline. C'est 1, véhiculer de l'émotion. 2, j'ai été dans une position d'apprenante où j'ai dit aux gens, en fait, je suis victime de ça aussi. J'ai trouvé ces remèdes pour parer à mon hyperactivité, pour me protéger de mes troubles de l'attention et sauvegarder mes relations. Et en fait, ce post a explosé. Quand les gens t'envoient un message privé en te disant « ton post m'a touché », c'est le niveau d'engagement extrême dont on parle jamais. On regarde les vues, on regarde les partages, on regarde tout ce que tu veux. Mais le MP qui dit « ça m'a fait un déclic », moi, ça m'a fait un déclic. C'est une photo toute simple, faite par une copine. Et en fait, voilà, je l'ai écrit rapidement. Et je sais que toi, tu es un peu comme moi, tu es un peu quick and dirty. Oui. Mais souvent, les meilleurs posts, ceux qui viennent vraiment du cœur, ceux qui viennent de nos tripes, en fait, ceux qu'on a écrits comme ça, un peu dans l'instant, c'est les posts les plus vrais et c'est les posts qui touchent vraiment les gens. Pourquoi tu t'es mis sur LinkedIn? Très honnêtement, j'ai commencé à poster sur LinkedIn parce que je cherchais du taf. Je me suis retrouvée à poil en rentrant des US. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? Tout le monde me disait, mais Caro,
avec ton CV de rêve, évidemment que tu vas trouver un job. Mais sauf qu'en fait, quand tu as passé 8 ans aux US, les gens ne t'ouvrent pas les bras tant que ça. Parce que en fait, tout le monde était très inquiet que je connaisse assez peu le marché français. Et je fais quand même du marketing. Donc notre expérience, c'est quoi? C'est la connaissance d'un marché. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais aller sur LinkedIn et je vais faire du réseau. Parce que ça, pour le coup, c'est ce que j'avais appris aux US. C'est qu'au final, en fait, n'attends pas de répondre à des job desks. Va discuter avec les gens qui ont le job que tu veux avoir et va intégrer leur équipe. Donc, j'ai commencé à poster comme ça sur LinkedIn, un petit peu sur mon expertise. Moi, j'écrivais pour les autres depuis très longtemps. Ma première mission en ghostwriting, je pense que j'avais 20 ans. C'était pour Eric Serra, je le raconte dans mon livre. Et en fait, j'ai décroché mon premier contrat freelance comme ça. Et du coup, j'ai toujours écrit pour les autres. Et il y a un moment où en fait j'ai plus le choix, j'ai commencé à Tu écrire dis, je pour le fais moi. pour moi. Ouais. Et donc je suis allée sur LinkedIn pour chercher un job à l'époque où LinkedIn était d'ailleurs fait pour chercher un job. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il y a encore moyen de faire sa place si tu pars vraiment de zéro ou pas, honnêtement? Ouais, carrément. Je pense à une de nos clientes, Magali Siméon, 5 millions de vues sur une vidéo verticale. En fait, la vidéo, pour tous ceux qui ont eu un plafond de verre avant, la vidéo est un excellent moment et moyen pour arriver sur LinkedIn. Genre là, depuis septembre, et c'est encore, je pense que ça va être au moins sur une année, c'est la régalade du reach sur les vidéos. Vidéo courte, moins de 2 minutes selon les prérogatives. Moi, je vous dis en fait, le sweet spot, l'endroit où il faut être, c'est 30 secondes. 30 secondes, c'est parfait. Vous avez un excellent watch time sur 30 secondes. Ça vous force à être consistant et ça vous force à être aussi concis. Et ce que je dis toujours aux gens, c'est en fait ton message dans la vie, c'est comme une montgolfière. Plus tu l'allèges, plus tu iras haut. Les vidéos courtes, c'est une pompe pour l'acquisition. Ce n'est pas un instrument de conversion. Donc en fait, il faut que dans ta stratégie de contenu, tu aies plusieurs leviers. Je vais te donner un exemple. Pour l'acquisition, si tu veux vraiment faire un premier contact, c'est le Reels, le short. Ok. D'accord? Si tu veux faire de la conversion, ce sont les études de cas. Et du coup, en fait, le fait d'avoir plusieurs cordes à ton arc dans cette stratégie de contenu te permet de transformer le contenu en revenu. Et c'est là où on est mauvais d'habitude parce qu'on se concentre sur un axe. Là, vraiment, aujourd'hui, ce qu'il faut que vous vous posiez comme question, c'est pas le lundi machin, le mercredi c'est brocoli, le jeudi c'est poisson. C'est plutôt, est-ce que j'ai bien les bons leviers qui me permettent d'atteindre les résultats? Si vous faites des vues et pas de conversion, peut-être que vous avez tout basé sur vos shorts ou sur des posts. Mais peut-être que derrière, votre profil convertit pas forcément. Peut-être que derrière, vous n'avez pas de conçu de contenu qui font de la considération et qui font de la décision d'achat. Peut-être que derrière, vous êtes dur à acheter. Ça existe aussi. Tu vois, la plupart du temps, quand je fais des audits, je suis là, ok, on t'achète pas, mais en fait, on fait comment? Parce que moi, j'ai fait ton parcours et j'ai rien compris. Ouais. Tu m'as fait faire 3 clics. Déjà, à chaque clic, tu perds des gens. Donc, si tu leur fais faire, il faut trouver sur ton site le formulaire de contact. Dans l'ère de l'économie de l'attention, Là, on peut c'est plus se dead. permettre Ouais. de faire ça. Et sur la stratégie, parce que souvent on le demande sur LinkedIn, j'essaie vraiment de me mettre à la place de toutes les personnes qui s'y intéressent ou souhaitent s'y intéresser. Tu as toujours l'espèce de dualité de te dire, est-ce que je crée du contenu sur mon compte perso? Est-ce que je crée du contenu sur la page entreprise? Est-ce que de mon compte perso, je ne traite que de sujets hyper nichés? Moi, ça serait par exemple que le marketing et la communication. À quel point est-ce qu'il faut nicher son expertise et ses prises de parole sur ses connaissances techniques? Et où est-ce qu'il ne faut pas justement jongler avec les à côté? En fait, c'est comme la question du post sur les troubles de l'attention. C'est pas un sujet qui est proche de ton expertise, c'est pas un sujet qui va te ramener des clients, mais en fait, c'est exactement comme dans le networking. Prenons l'exemple de la vraie vie. En fait, quand tu parles à quelqu'un, tu t'en fiches que ce soit un client. Tu crées une relation. Sur les réseaux sociaux, ne vous prenez pas la tête à vous dire « Ah, je veux adresser que mon audience, je ne veux parler que aux CMO ». En fait, faites en sorte de répondre à un besoin. Faites en sorte que quand vous écrivez quelque chose sur LinkedIn, il y ait un doggy bag. Le doggy bag, il est détesté en France. C'est le synonyme d'être radin. C'est ce que tu demandes au resto quand t'as pas fini. En gros, tu demandes un doggy bag pour avoir le truc à emporter. Pour moi, le doggy bag sur LinkedIn, c'est le signe des grands généreux. C'est les gens qui vont se dire, en fait, t'es pas là pour acheter, mais j'ai eu ton attention et j'ai compris que ton attention, elle est très précieuse. Donc en fait, rien que le fait que tu m'aies vu et que j'ai mis mon message, ma pensée, mes valeurs dans ta tête, ça a de la valeur. Donc en fait, quand tu laisses aux gens un doggy bag, ils se souviennent de toi, potentiellement peut-être ils te kiffent et ils vont peut-être te recommander. Et ton doggy bag, c'est quoi? C'est de l'info? C'est ça? Les troubles de l'attention, le fait que toi, Ok. tu sois passionné par le sport. En fait, les gens se disent, ah tiens, Harold, soit il est pareil que moi, soit il m'a intéressé, soit il m'a ému. En tout cas, il y a quelque chose à en retirer. Et la seule préoccupation que tu dois avoir sur LinkedIn, c'est pas considération machin pour vendre, c'est comment être un humain
utile et intéressant? Comment est-ce que je peux transformer ce que je sais faire en quelque chose qui sert à d'autres? Je suis chaud qu'on analyse une vidéo et que tu dises pourquoi est-ce que ça fonctionne et pourquoi est-ce que ça fonctionne pas. Je viens de faire un live et effectivement, je dis beaucoup aux gens de faire de la vidéo ou même de repartager leurs vidéos parce qu'on a un truc avec le contenu, on déteste le recyclage. De fou. On aime le recyclage partout dans la copropriété, mais alors par contre, avec les contenus, on le fait pas. Et c'est débile parce qu'en fait, vous avez mis beaucoup d'énergie à faire des beaux contenus. Si vous êtes sur une période de fin d'année, de début d'année, sur un anniversaire ou je ne sais quoi de votre boîte, c'est l'occasion de faire des best-of, des playlists. En fait, il y a 1000 occasions de redistribuer votre contenu. Et du coup, Lucie est venue me voir dans le live en disant « J'ai fait ce que tu as dit, Ouais. j'ai posté une vidéo et les vues n'ont pas été au rendez-vous. » Du coup, je te la remontre. Lucie, quand je suis arrivée sur son profil, avait mis sur sa ligne de nom-prénom sur LinkedIn, du coup, Lucie Pain-Blanc, ta coach, yoga, vitalité. Et en fait, ce que je lui ai dit, c'est que autant sur Instagram, on est habitué à avoir des mots-clés à l'endroit où les personnes mettent les noms-prénoms, autant sur LinkedIn, c'est pas bien vu. Et c'est pas dans les codes de la plateforme, et surtout même LinkedIn, tu sais qu'on n'a pas le droit au pseudonyme, par exemple, ça c'est dans les conditions générales d'utilisation. LinkedIn, c'est vraiment, ils sont encore un petit peu là-dessus rétrograde, c'est vraiment nom-prénom. Mm. Et du coup, je lui ai dit, arrivant en disant ta coach, voilà, ça peut faire un peu les codes d'Instagram sur LinkedIn et être un peu clivant. En plus, tu tutoies, ce qui est aussi clivant sur LinkedIn, surtout que en général, les coachs s'adressent à des profils décideurs. Il faut toujours ressembler à son client. Donc là, tu partiras sans vouvoiement ou un Alors, ou... C'est ce qui me dérange, c'est l'étiquette coach aujourd'hui, malheureusement, comme il y a eu des abus, c'est comme quand j'étais grosse. En fait, il y a des métiers qui ont été salis, et c'est comme ça, et ça sert à rien de dire ah, c'est la faute des autres. En fait, malheureusement, C'est juste maintenant, comme ça. c'est mal connoté. Ouais. Donc quand tu dis gross hacking, gross marketing, c'est mal connoté. Et quand tu dis coach, c'est mal connoté aussi. Donc, moi, je recommande toujours aux gens, et je trouve qu'on voit les résultats dans les conversions dès qu'on opère là-dessus. À qui tu vends? Je vends à un directeur IT, à un directeur marketing, ressemble à la personne à qui tu vends. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens se disent « Ah, l'influence marketing, ça marche !» Pourquoi? Parce qu'ils passent par des leviers, des gens qui ressemblent aux clients. Donc, le message passe. Ouais. On veut des gens qui nous ressemblent. Pourquoi est-ce que tu t'entends bien avec quelqu'un? C'est parce que cette personne, elle vibre la même chose que toi. Donc, vous faites une vidéo ou un contenu qui ne convertit pas. La personne va peut-être aimer, mais ne va pas s'abonner à vous parce qu'elle ne voit pas l'intérêt. Et ça, c'est le drame. C'est là où votre création de contenu, elle n'est pas héroïste. J'arrive sur le poste, le réveil sonne, tu attrapes ton téléphone, machinalement, tu l'ouvres tout en préparant un café, tu allumes ta télé et tu commences à manger. Il faut se préparer les enfants, puis faire le taxi, tout va vite jusqu'à l'heure de commencer le boulot et tout continue d'aller vite. Là, vous avez vu, déjà, quand je l'ai lu, C'est long. c'est long, on ne sait pas trop où on va. Et pourtant, Lucie, elle a une belle plume. Je trouve que c'est chouette. On peut se dire, ah, on ne sait pas trop où elle veut en venir. Et du coup, le rythme est bon. En tout cas, il y a du vrai. On sent que c'est pas du ChatGPT. Donc déjà, on est au-dessus de 90% des posts que je vois passer sur LinkedIn. Donc bravo, Lucie. Mais pourtant, ce qui me dérange, c'est que ici, on est dans le scroll stopper du post, dans les 3 premières lignes de l'accroche. Et il n'y a pas d'accroche. Est-ce que tu trouves pas que là, le fameux genre première phrase, saut de ligne et le je vais vous donner les 3 conseils, 2 points, est-ce que ça va pas saturer les gens aussi? Et est-ce que il faut pas revisiter la manière de faire, en tout cas, son scroll stopper? Là, sur le texte qui accompagne la vidéo, je suis d'accord avec toi qu'aujourd'hui, les structures ont fatigué parce que ChatGPT. Ouais. On sait maintenant que les gens s'appuient sur ChatGPT et du coup, les gens vont reconsidérer les histoires. Ouais. On adore qu'on nous raconte des histoires parce qu'en fait, on se dit « Ah, ce matin, j'ai rencontré un entrepreneur, il m'a dit... » ça, c'est pas ChatGPT qui l'a écrit. Le chiffre, voilà. Hier, j'ai échangé avec 5 entrepreneurs et l'un d'entre eux m'a dit « Vous allez avoir plus de conversions. » Chiffre, c'est magique. Le cerveau adore le chiffre, il est rassuré par ça. Tu te sers pas de ChatGPT, toi, du tout, pour pouvoir faire des posts? Si, on l'utilise dans des automatisations qui extraient le transcript de la vidéo. Nos vidéos, c'est de la pensée originale. Il n'y a aucun ChatGPT dans nos vidéos, aucun script. Derrière, ChatGPT extrait, parce que quand tu lui donnes de la matière, il est bon, extrait le transcript et crée un post. Ok. Et nous, on regarde le post et on le réagence. Et je passe individuellement sur tous mes posts parce que j'adore ça. Et on utilise beaucoup l'IA de manière générale aussi pour analyser qu'est-ce qui fonctionne dans les hooks. Donc on fait beaucoup de vidéos avec des multi-hooks. Et nos clients, quand ils sentent qu'il y a une vidéo qui va faire des millions de vues, hop, multi-hook.
Donc tu Ok, tu viens travailles refaire. différents, Ouais, différents démarrages de... Ok. il fait différentes accroches et différentes boucles aussi. Et ça nous permet aussi de republier la vidéo. Donc le client la paye une fois. Et il a Et en fait, 3-4 voilà. versions. Sur le post, j'ai quelques dernières petites choses à te donner. Ici, on voit un post qui est très uniforme. Il n'y a pas de tag, donc il n'y a pas de mot en bleu qui accroche le regard. J'ai du mal à voir comment c'est architecturé le récit. J'ai du mal à voir avec quoi je repars. L'idée de cet exercice, c'est surtout pas de juger. On a tous fait ça. Est-ce que ça fonctionne le CTA vraiment de dire genre dites-moi ce que vous en avez pensé? Si tu demandes pas, t'as pas. Ça, on connaît la règle Classique. dans Ah, de ouf. l'entrepreneuriat. Si tu demandes pas, t'as pas. Donc oui, ça marche. Par contre, bémol, et c'est pour ça que je voulais vite rectifier, je mets toujours un appel à l'action. Moi, je le fais peu dans les vidéos. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, quand vous faites une vidéo verticale, c'est le doggy bag. Avec quoi est-ce que les gens y repartent? Et du coup, je trouve que quand vous finissez la vidéo en disant si tu veux en savoir plus sur mes services. Ouais, ça te... Par contre, quand vous le mettez dans le post, la personne a vu la vidéo, elle se dit ah c'est sympa, je veux en savoir plus, et elle fait la démarche de lire le post. Potentiellement, arriver ici en déclenchant l'étape d'après, du genre bah moi je suis Lucie et je réalise des audits et j'en fais gagner un tous les 15 commentaires, je fais un tirage au sort, et en fait quand je suis embarquée. Vu que tout le monde va promouvoir la vidéo, il va y en avoir de plus en plus qualitatif. Donc, il y aura la step d'après, c'est comment est-ce qu'on se différencie, soit dans le contenant de la vidéo, soit en faisant On y est différemment. déjà, Harold, en vrai. On y est déjà, c'est vrai. Moi, je crois beaucoup au live, parce que tu fais depuis très longtemps, et je trouve que tu as raison, on en a parlé avec les équipes. À mon sens, ça va réarriver. Moi, j'avais testé donc le live sur LinkedIn. On reste vraiment focus sur LinkedIn, mais le live, il y avait très peu de reach, de spectateurs. Alors, T'as fait ça quand? Je fais ça il y a 3 ans, je crois. Ouais, combien de fois? 3 fois. Ok, Même c'est pas, assez tu vois. pour Oui, faire un voilà. rendez-vous. Donc, avant de dire les pratiques, et tu as raison, ça va être la régularité, mais est-ce que tu y crois au live, déjà? Est-ce que pour toi, ça va être le moyen de se différencier aussi et de créer du vrai? Quelle est la strat à mettre en place pour pouvoir avoir un live qui performe? Donc, être régulier, beaucoup plus régulier. Ok. Régulier, ça veut dire quoi? Une fois par semaine? Pendant un an? C'est quoi la régularité pour En un live? fait, il faut que tu crées un rendez-vous avec les gens. Et le problème du live, enfin toi, ce que t'aimes pas, c'est que le live, il se construit sur la durée. Toi, t'adores le one-shot. Beaucoup. Et surtout, t'es un bon testeur. T'adores appuyer sur les C'est vrai. boutons, t'adores découvrir, mais tu te lasses vite. Oui. Et du coup, le live, il faut que ce soit un truc qui te donne beaucoup, beaucoup de plaisir pour que tu tiennes sur la durée. Mon gros conseil, c'est qu'est-ce que je peux tenir, que je fais, qui intéresse du monde. Ça ne veut pas dire tout le monde, tu peux être sur une niche, mais qui va intéresser les gens, qui va être utile et qui, moi, va me faire vibrer, qui va en fait me donner tellement de plaisir que je ne serai pas en train de regarder combien il y a de personnes, combien il y a de likes, que juste en Ça, fait... tu regardes pas honnêtement sur Non, les lives, je te tu t'en fous? jure. T'es en Non. mode tu le fais et puis... Mes lives qui ont le plus cartonné, c'est ceux qui sont les plus foireux, où rien n'a marché, où il y a un truc qui m'est tombé dessus pendant le live, où il y a un livreur Amazon qui arrive, qui sonne 5 fois à ma porte et en fait je lui ouvre et il crie dessus à l'interphone. Et le live, ça sert quel objectif? Le live, c'est converser et convertir. Et du coup, pareil, selon ce que tu as envie de faire dans un live, tu l'organises plus ou moins différemment. Moi, je pense que ça doit être naturel, mais pour que ce soit naturel, il faut déjà poser les jalons de « Ok, qu'est-ce que j'ai envie de partager pendant ce live ?» Moi, ce que j'ai envie de partager pendant ce live, c'est j'ai envie que les gens y viennent et ils puissent avoir du consulting sans payer. Aujourd'hui, je suis obligée de faire payer mes consultings et je suis obligée de les faire payer cher parce que j'ai beaucoup de demandes. À côté de ça, moi, je suis quelqu'un où, en fait, toute ma vie, j'étais pas en train de compter ce que je donnais et à me dire « Ah, mais je veux absolument... » Moi, j'ai jamais rêvé d'avoir des gros salaires. J'ai toujours rêvé que les gens y m'aiment. Mon moteur dans la vie, je suis un profil jaune en disque, c'est j'adore les gens, j'adore me sentir utile. Quand quelqu'un vient me voir en me disant « Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat grâce à Marketing Square », c'est genre l'équivalent de toucher 10 000 balles pour certains, tu vois. Il y a un ROI, je suis chef d'entreprise, je suis obligée de faire des choses et que ça ait de la valeur. La valeur de mon live, c'est ce que j'en retire moi, c'est que je comprends les attentes des gens, la valeur que ça a, de se dire, ok, je suis challengée intellectuellement, c'est trop bien de faire du live parce qu'il y a des gens qui te regardent et sans fil, tu dois avoir une réponse directe et parfois c'est pas parfait, parfois tu dois dire aussi en live, ah ça je sais pas, ah là vous me posez une colle, ça te décomplexe et moi j'apprends énormément, mon ROI il est personnel, c'est comprendre ce que les gens ont dans la tête pour devenir une meilleure consultante, trouver des idées de contenu et 3, gérer la critique en direct face aux gens. Et ça, c'est encore un autre exercice, mais j'apprends énormément et j'adore. Toi qui aime, qui a envie d'être aimé, ce que tu disais aux yeux des gens, est-ce que les commentaires, et notamment sur LinkedIn, qui sont
je pense pas aussi extrême que sur d'autres réseaux qui sont plus hardcore. Est-ce que ça t'impacte honnêtement? Est-ce que il y a des fois où tu t'es dit putain là en fait je supprime un post? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de supprimer un post parce que tu avais eu des commentaires négatifs? J'allais te dire non. En fait, si on parle de LinkedIn, non. Parce que j'ai toujours posté sur LinkedIn des choses où, en fait, j'ai toujours fait très attention. Par contre, sur d'autres réseaux, je fais moins attention. Typiquement, sur Instagram, il y a des vidéos sur Insta. Il y en a une notamment, je disais, on a un loft parisien, tout ce qu'il y a de plus normal. Déjà, j'ai dit un loft parisien, ça fait pain bêche. C'est sorti tout seul. Parfois, on sort des trucs, on se dit, bon, c'est un peu. Et du coup, loft, ce terme, il est un peu galvaudé. Tout ce qu'il y a de plus normal. Et en fait, quand mon mec ferme la porte, et en fait, ce que je voulais exprimer dans la vidéo, c'était la dichotomie, la différence entre on est le couple de bobos parisiens par excellence. Et en fait, quand mon mec ferme la porte, moi, je suis vraiment la pire hippie de la Terre. Donc, à la maison, j'ai des bâtons de sauge partout. Je mets de la musique, un petit peu des tambours chamaniques, des trucs comme ça. Et en fait, moi, je suis quelqu'un dans la vraie vie de très, très, très perché. Je voulais que dans cette vidéo, on sente le contraste entre on est une famille normale, parfaite. Et en fait, quand mon mec Oui, la ferme la réalité porte, derrière, je deviens une grosse ouais. hippie babos et qui vit en pyjama. Et en fait, cette vidéo était maladroite, mes termes étaient mal choisis. Et c'est surtout dans ma belle famille, quelqu'un qui m'a dit, et c'est ce qui m'a fait le plus de peine. Et j'en ai fait un post qui a été repris dans Le Monde. Ok, pas Donc je mal. me suis dit, ah en fait, tu Vas-y, vois, quoi? le karma, cette personne m'a dit qu'elle avait honte que je sois dans la famille et que mon contenu était aberrant, triste, stupide. Il n'y a pas un jour où je pense pas à cette phrase. Donc ça m'a bousillé vraiment pendant bien 6 mois. Mais sinon, Harold, pour être sincère, des insultes, j'en ai tous les jours sur les réseaux, particulièrement TikTok et YouTube. C'est là où j'ai les gens les plus Et LinkedIn, méchants. moins. Ouais, YouTube, apparemment, c'est le. LinkedIn, j'ai zéro. Il y a un mec sur LinkedIn qui me mettait des messages hyper dénigrants. Et honnêtement, ça m'arrive très rarement. Et en gros, je te donne un exemple. Je fais un post où je parle de mon livre qui vient de sortir. Et le mec dit, bah moi, j'attends qu'il soit en revente à 1 euro sur Amazon parce qu'il y a forcément quelqu'un qui va finir par le revendre parce que c'est une bouse. Et du coup, il met un commentaire comme ça. Et au début, je réponds. Mais je réponds pas en mode énervé. Je réponds en mode hello, merci. Façon ironique, évidemment. Normal. Mais du coup, je lui dis quel est l'intérêt de ton commentaire ou un truc comme ça. Au final, il continue à déborder et il est vraiment pas sympa et je le bloque. Ok. Et il y a quelques semaines, au resto, il y a quelqu'un qui vient me voir, un serveur, et qui dit c'est de la part je vais pas dire de nom de cette personne, on sait jamais. Et là, je me dis, mais attends, j'ai plus l'âge de me faire draguer, J'en mais ça m'a un parle, peu flatté. Évidemment, j'ai été malheureusement hyper déçue, puisque du coup, je vais à la table de la personne, je vois qu'ils sont deux mecs, et du coup, je vais à la table et je dis bonjour, on se connaît. Et le mec me dit oui, oui, on se connaît de LinkedIn. Et si tu veux, ça m'a marqué. La méchanceté marque, malheureusement. Et du coup, il me dit, il me montre son profil et je dis ah, c'est toi. Et en fait, c'est trop marrant parce que quand tu rencontres un hater dans la vraie vie, tu te rends compte à quel point ça vaut pas le coup de se faire du Ouais. rond. Donc en fait, le mec était un peu bafouillet, tu vois. Et du coup, me dit oh, tu l'as mal pris, tu l'as mal interprété. J'étais là, non, en fait, je sais pourquoi je l'ai mal prise parce que, enfin, je sais pas pourquoi tu dénigres les femmes comme ça. Et la bégaye. Bah ouais, enfin, tu sais, il était pas hyper à l'aise. Et en même temps, il me taquinait, mais en même temps, tu sentais le mec, tu sais, pas à l'aise, pas bien dans sa peau, tu vois, pas bien dans ses baskets. Et c'est là où je me suis dit, trop intéressant. Je pense que c'est un use case, enfin, un cas d'école qu'on n'est pas beaucoup à avoir. Avoir un hater dans la vraie vie qui vient te voir et qui t'offre un verre et qui juste a envie de ton attention, tu vois. Ouais, en fait, c'est ça qu'ils cherchent. T'as quand même plus de 500 000 personnes qui te suivent au cumulé. Ouais. Tu te fais beaucoup reconnaître dans la rue à des événements ou pas, honnêtement? Oui, de plus en plus. Ouais. Et franchement, ça me fait toujours plaisir. Les gens sont gentils. Pour terminer sur LinkedIn, 2 questions qui vont être les questions, je pense qu'on nous aura le plus posées. C'est quel est le bon horaire sur LinkedIn pour poster? Le classic shit. Il a osé. Quand est-ce que les gens sont le plus connectés dans votre cœur de cible? Tu peux, maintenant, tu as des logiciels Metricool, te permet de voir sur tous les réseaux quand est-ce que tu as le plus d'audience connectée au même moment. C'est comme ça que, par exemple, moi, avant, je faisais tous mes posts réseaux sociaux à 8h du matin et j'ai vu sur Instagram, non, c'est plutôt midi qu'engage le plus. Mais en fait, ce qui me dérange dans la réponse que je vous fais, c'est que je vous donne mon cas personnel. J'ai pas les mêmes audiences que vous. Et le 2025, tu le vois comment LinkedIn? Les évolutions, les ajustements, les conseils que tu pourrais donner, tu Ouais. vois, pour 2025? Âge d'or de la vidéo,
ça va se corser sur les attendus de la vidéo. Donc, il va falloir, ça suffira plus de juste avoir l'effet de surprise de «Ah tiens, Sandrine s'est mis à la vidéo». D'ailleurs, on va se faire le petit post. Bon, du coup, Caro, on a fait cette photo. Ouais. On va annoncer ton passage sur l'after show d'Harold. Comment on fait? C'est quoi les techniques? C'est quoi le. Voilà. Eh ben, je vais te faire bosser. Ah non, vas-y, moi je connais, moi. Vas-y, ok. Qu'est-ce que tu as retenu de l'épisode? Vidéo banger. Que LinkedIn, il y a encore de la place de dingue. Qu'il faut pas trop se prendre la tête, être spontané et authentique. Il y a plein de choses que tu as dit, mais je dirais ça. Ok. Est-ce qu'il y a un moment où je t'ai étonné dans l'épisode? Un moment, nous, ce qu'on recherche à fond quand on va créer un short, quand on va créer un post, c'est quoi le pic de dopamine? Le moment où où quelqu'un de ta famille t'a dit ouais, tu me fais entendre. Bah c'est. Ok, intéressant. Et le moment où ton pic de dopamine, tu t'es dit waouh, je prends plaisir parce que Caro, elle se fait macrer. C'est pas ça dit. Mais non, mais c'est le moment que tu me dis le plus marquant parce que putain, je trouve que c'était tellement blessant. Ok. Tu Wenzel. Mais est-ce qu'il y a un truc là, en fait, pour l'accroche, je veux m'appuyer sur un paradoxe. Ok. Est-ce qu'il y a un truc où tu t'es dit, ah tiens, Caro, elle m'a fait mentir sur un sujet. Il y a un truc que je pense, en fait, ça va étonner, ça va. Est-ce que tu t'es dit ça à un moment? Si, ok, sur les contenus très courts de la vidéo. Pour moi, il faut aller chercher un petit peu plus de longueur. Alors peut-être ce serait la vidéo, c'est une recette magique sur LinkedIn. La vidéo, c'est la recette. Ok. LinkedIn. Ouais. En 2025. Du chiffre. Et du coup, le fameux chiffre, ouais. Et là, je vais parler du coup de tout ce qui empêche les gens de poster. Ok. Sauf que on ne sait pas quoi dire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qui fait peur aux gens dans la vidéo? Il y a trop de techniques. Là, ce serait bien, idéalement, qu'on finisse par une petite blague. Mais aujourd'hui, j'ai compris un truc. Com est la meilleure agence par laquelle passer. C'est là? Pas de contenu commercial. On s'est dit, on raconte des belles histoires Ouais. et les gens arriveront naturellement. C'est vrai. Merci, ta belle famille. Ok. À honte de toi, tu vois, là, je m'affiche sur ton moment. Ouais. Tu peux briller dans ce que tu fais et ne jamais rien regretter. Donc là, tu vois, la vidéo, c'est la recette magique sur LinkedIn en 2025. Sauf que, rehook, il y a le petit chiffre magique, il y a la promesse, tout. Et là, donc, toutes les croyances imitantes. On ne sait pas quoi dire, on ne veut pas se taper un vide, on ne veut pas se farcir un relou et on n'a pas 10K à investir. Mais aujourd'hui, j'ai compris un truc. J'ai reçu Caroline Mignot dans le podcast et maintenant, je sais que même si ta belle famille a honte de toi, tu peux briller dans ce que tu fais et ne jamais rien regretter. Ça vous dit de vous lancer en vidéo? Rendez-vous dans la masterclass de Caro, 1 heure de ventre glisse sur la vidéo. Rendez-vous sur YouTube et envoyez la force. C'est pas mal en vrai. En vrai, c'est lourd. Allez, tu me dois 150 € pour l'écriture de ce post. C'est ça? Le business, c'est le business. Hein. La base, t'es venu ici pour faire ton audit de toute façon. Incroyable, ok, trop stylé pour le post. On va terminer par une succession de petites questions-réponses. Réponses rapides sur 10 questions. Il me fait rattraper son retard. Tu C'est devrais bosser toi avec qui prends le tarif. SNCF, toi aussi. Hein. Plutôt texte, carrousel ou vidéo. Vidéo. Combien te paye une marque pour faire un post sponsorisé sur LinkedIn? Ça dépend, mais en général, 4 900 €. Le post? Oui, ça dépend parce que moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les collabs annuels. Donc, Ok. Ah, et t'as du récurrent. ouais, Les emojis dans les posts, pour ou contre? plutôt pour, mais comme l'alcool, à consommer avec modération. Hashtag oui ou non sur LinkedIn. Boomer. Ouais, on est d'accord. Si LinkedIn n'existait plus, tu irais sur quelle plateforme? Oh, tu sais quoi, j'ai envie de dire Instagram, mais en fait, mon grand amour, et je pense que si j'avais plus de temps, j'y retournerais, c'est le podcast, mais je referais des épisodes de Marketing Square comme avant. Ok. C'est-à-dire dans ma chambre, j'ai un micro que j'ai pas utilisé depuis je sais pas combien de temps. Tu fais qu'en Marketing Square là? En fait, je fais Marketing Square, mais ce sont des épisodes vidéo en studio. Ce que tu détestes le plus sur LinkedIn? J'allais dire l'hypocrisie, mais il y a moins d'hypocrisie sur LinkedIn que sur les autres réseaux sociaux, je trouve. En fait, faut jamais oublier que les relations que tu as sur les réseaux sociaux, tu as l'impression que les gens t'aiment, mais c'est pas de la loyauté absolue, en fait. Il suffit que tu fasses, et c'est un peu l'exemple de Oussama Ammar, tu vois. Ça m'a fait vachement de peine ce qui lui est arrivé, parce qu'en fait, moi, je pense un truc comme ça me briserait. Lui, il est hyper fort c'est trop fort d'avoir survécu à ça et d'avoir pris la parole là-dessus et tout. Moi, je pense que me rendre compte que ce que j'ai construit pendant des années, en fait, et des gens que j'ai inspirés, qui m'ont fait confiance, du jour au lendemain, en fait, je les déçois, ils se retournent contre moi. Je pense que ça, c'est notre phobie à tous, mais surtout ceux qui ont le driver comme moi de la reconnaissance. Ça, je trouve ça hyper dur. Donc, c'est ce que j'aime pas sur LinkedIn, c'est qu'en fait, faut pas oublier que les réseaux sociaux, ça crée des belles histoires, mais les gens sur LinkedIn, c'est pas comme tes amis dans la vraie vie, quoi. Faut prendre de la distance. Dernière question, petit coup de love sur un créateur que tu kiffes. À l'événement organisé par Marc que j'adore, là, j'ai rencontré Hugo Colusso.
et il est trop sympa. C'est un mec qui est plutôt fort sur TikTok, donc je savais pas du tout ce qu'il faisait parce que je traîne pas du tout sur TikTok. Ok. Il apprend aux étudiants à trouver leur job de rêve dans les boîtes tech qui font rêver, Google, Meta, etc. Je trouve ça trop cool ce qu'il fait et le mec est trop sympa. Caro, je suis content de t'avoir reçu. Mille merci. On peut te recevoir te retrouver sur tous les réseaux LinkedIn, Insta, TikTok, YouTube, partout. Merci à toi pour l'invitation. Merci, ma Caro. Gros bisous. Prochain épisode bientôt. Ciao.